Psychologiquement, quand j'ai vu Paul la première fois sur la première audience sur le banc des accusés, je voyais l'esprit des baleines avec lui. C'était toutes les baleines qui étaient là avec lui. Je me suis dit, mais il est emprisonné, il risque sur le papier 15 ans de prison au Japon, mais ça veut dire la perpétuité, très clairement, avec un traitement humiliant pour le forcer à s'excuser. D'ailleurs, je disais entre parenthèses, s'il doit être extradé au Japon, s'il vous plaît, mettez-lui plutôt une balle dans la tête. Alors, la première question qu'on a recueillie auprès du public en préparant cet entretien, à tous les deux, comment allez-vous après ces mois particulièrement intenses? Well, last year I spent 5 months in a prison in Greenland. J'ai passé 5 mois en prison. And it was an excellent opportunity to turn that into a campaign. Et ça a été une excellente opportunité de transformer ça en une campagne. To focus on continued illegal whaling operations by Japan. Pour se concentrer sur les opérations qui se poursuivent, opérations illégales du Japon. With the added benefit of focusing attention on the killing of dolphins and pilot whales in the Danish Faroe Islands. Et donc se concentrer également sur le fait que l'on tue encore des dauphins dans les îles. I've always felt that every time you have a situation, you need to turn that into an opportunity. Je me suis toujours dit qu'il fallait saisir les opportunités et transformer les situations en opportunités. And I can tell you, Japan was very, very upset. Et je peux vous dire que ça n'a pas plu du tout au Japon. I was invited to speak at UNOC, which was last week. J'ai été invitée à parler à l'UNOC la semaine dernière. And Japan had threatened France that if I'm there, they would not participate. Et le Japon a menacé la France que si je me présentais, ils ne viendraient pas. But it was just a bluff because I was there and they did participate. Mais c'était du bluff parce que je me suis présentée, ils étaient là aussi. And finally, the Interpol Red Notice, which was issued by Japan in 2012. Et enfin, la fiche rouge, la notice rouge d'Interpol qui a été émise par le Japon en 2022, was temporarily suspended a month ago. A été suspendue temporairement il y a un mois. And next week they'll decide on whether that'll be a permanent suspension. Et la semaine prochaine, ils vont décider que c'est une suspension permanente. And we're exposing Interpol for being used for political purposes. Et donc, nous allons accuser Interpol d'avoir servi des objectifs politiques. Because never before in the history of Interpol has anybody been put on that list for obstructing business. Et jamais dans l'histoire d'Interpol, on a été mis sur cette liste pour avoir empêché une activité commerciale. Especially when that business was actually masquerading as research in the Southern Ocean. En particulier quand cette activité commerciale est une mascarade pour de la pêche, contre la pêche à la baleine. And I think we've made Interpol and the public quite aware that Japanese whaling in the Southern Ocean Whale Sanctuary is a criminal enterprise. Et donc nous avons pu faire savoir à Interpol et au public que cette pêche à la baleine par le Japon est illégale. And last week with the adaptation or the ratification of the High Seas Treaty, that'll give us even more authority to intervene in the future. Et donc avec l'adoption la semaine dernière du traité sur la haute mer, ça nous permettra d'agir encore plus. Alors, ces 5 mois de prison qu'a connu Paul, on les a vécus de manière très très différente. Parce que lui était extrêmement stoïque. Pour moi, pour ceux qui se battaient pour le sortir de prison, c'était beaucoup plus stressant. Paul est du genre à se dire si je ne peux rien faire sur une situation, je ne vais pas me stresser là-dessus. Depuis ma prison, je ne peux rien y faire. Donc effectivement, il a vu le côté positif. Et le côté positif, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la chasse baleinière que pendant ces 5 mois de prison. Par contre, il y avait une réelle épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Moi, j'étais en contact notamment avec le plus haut niveau de la diplomatie française et j'avais conscience du rouleau compresseur
du Japon derrière, avec toutes les menaces qu'il faisait poser, notamment sur, alors effectivement, menacer de boycotter l'UNOX, c'est une chose, mais surtout de faire sauter des contrats économiques absolument colossaux. La même chose pour le Danemark, qui a d'énormes contrats pharmaceutiques et d'éoliens en mer avec le Japon. On parle de plusieurs centaines de millions. Et donc, on s'est dit, bon voilà, Paul, il est face à ça. On savait que le Japon est dans une démarche qui est complètement irrationnelle vis-à-vis de Paul. C'est devenu ils en ont fait un sujet d'État, parce que le Japon est une nation extrêmement fière. Je fais le distinguo entre vraiment le gouvernement japonais et les Japonais, puisque pour l'anecdote, Paul a reçu beaucoup de courriers de sympathisants japonais qui le soutenaient, qui disaient qu'ils avaient honte de ce que le gouvernement japonais était en train de faire. Mais du coup, ils en ont fait vraiment une affaire d'État, et l'objectif était d'humilier Paul, de faire en sorte qu'il s'excuse. Moi, je ne connaissais pas de près le système carcéral japonais. A priori, à moins d'y être soi-même confronté, on n'a pas de raison de savoir trop comment ça se passe. On a une image du Japon, c'est les samouraïs, historiquement, et puis c'est la technologie. Donc et on se dit que c'est une démocratie. Et en fait, c'est un système carcéral et judiciaire qui est moyenâgeux, avec des pratiques de torture physique, psychologique, où on détruit les gens. Ils ont ce qu'on appelle la politique de l'otage, c'est-à-dire que vous ne passez pas devant le juge, devant le procureur, avant d'avoir avoué votre culpabilité. Et pour ça, ils peuvent vous mettre à l'isolement pendant des semaines, voire des mois, sans avoir forcément accès à votre avocat. Et donc, en documentant un peu sur les rapports d'ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International, qui a refusé d'ailleurs de se mobiliser pour Paul, je le dis pour l'anecdote, ils n'ont pas voulu se mouiller pour lui. Donc voilà. Du coup, on avait vraiment très très peur. Et avec donc, du coup, toute cette pression politique et économique sur le Danemark et sur la France, en fait, le Japon n'avait pas vu la France venir. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire récente de Sea Shepherd, en 2022, il y a eu un séisme avec une scission. C'est une histoire très humaine, malheureusement, avec 4 directeurs de Sea Shepherd Global, qui étaient 4 amis qu'on connaît depuis 20 ans, avec qui on a été en campagne, que Paul a formés depuis le début, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en tant que cuisiniers et mousses sur les bateaux. Et que Paul a formé et a nommé au poste d'officier, puis de capitaine, puis de directeur exécutif. Bref, ces personnes-là ont décidé en 2022 que Paul était trop polémique et que ça commençait à nuire à l'image de Sea Shepherd, qu'il fallait devenir beaucoup plus mainstream. Ils ont développé des partenariats avec des grandes entreprises, avec certains gouvernements. Alors pourquoi pas travailler avec les gouvernements, ça nous arrive de le faire, mais on travaille avec les gouvernements, pas pour les gouvernements, c'est une nuance énorme. Et donc ils ont décidé d'évincer Paul. On était 6 dans le conseil d'administration de Sea Shepherd Global, donc Paul, moi et ces 4 personnes qui avaient besoin de ma voix pour avoir l'unanimité, pour pouvoir l'évincer légalement sans faire d'Assemblée générale. Donc ils n'ont pas eu ma voix. Du coup, ils m'ont évincé aussi quelques mois plus tard parce que j'ai créé Sea Shepherd Origins pour essayer de défendre l'ADN d'origine. Ils ont utilisé ça comme prétexte. Donc, bref, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que le Japon, qui suit de très près le parcours de Paul, s'est dit, aujourd'hui, il est dans un état de faiblesse, il a un genou à terre, il a été évincé d'une partie de l'organisation qu'il a créée. Donc il suivait Sea Shepherd Global et Sea Shepherd US, qui a pris la même tangente. Et en fait, ils n'ont pas vu venir Sea Shepherd France. Et ils n'avaient pas conscience du capital sympathie qu'a Paul, ici en France. Et ils l'ont découvert à leurs dépens. Et c'est pas un hasard si le président Macron est le seul chef d'État au monde qui se soit exprimé de manière aussi claire et aussi officielle pour la libération de Paul Watson. C'est-à-dire, il y a d'autres chefs d'État qui ont œuvré en coulisses, mais de manière comme ça découverte, il a été le seul, pour une raison très simple. Je ne pense pas que ce soit parce qu'il a eu forcément une affection particulière pour Paul, même si je pense qu'il a de l'estime pour lui, mais ce qui l'a poussé, c'est la pression de l'opinion publique et des médias français qui a été sans commune mesure.
Voilà, des centaines de milliers de signatures, énormément de soutien, et ça a fait toute la différence. Donc nous, on a utilisé ça énormément. Moi, j'ai fait énormément d'allers-retours au Groenland. Je mettais un point d'honneur à être présente à toutes les audiences. C'était des moments extrêmement difficiles parce qu'on était dans un simulacre de justice. Sur les premières audiences, en fait, on n'avait même pas de traducteur, donc ça parlait en danois, on ne savait pas ce que ça disait. La procureure qui a fait une énorme litanie, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Nous avions des preuves vidéo qui innocentaient Paul, le juge n'a pas voulu les voir. Et donc c'était des moments très difficiles parce qu'à chaque fois, je savais qu'il allait rempiler, qu'ils allaient le remettre en prison. Mais quand le verdict tombait, il y avait quand même une déflagration, un effondrement. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en termes de sentiment d'injustice. Psychologiquement, quand j'ai vu Paul la première fois sur la première audience sur le banc des accusés, je voyais l'esprit des baleines avec lui. C'était toutes les baleines qui étaient là avec lui. Je me suis dit, mais il est emprisonné, il risque sur le papier 15 ans de prison au Japon, mais ça veut dire la perpétuité, très clairement, avec un traitement humiliant pour le forcer à s'excuser. D'ailleurs, je disais entre parenthèses, s'il doit être extradé au Japon, s'il vous plaît, mettez-lui plutôt une balle dans la tête, parce qu'il ne s'excusera jamais. Et je ne veux même pas imaginer ce qu'ils vont lui faire subir. Et du coup, de voir ça, de voir qu'il risquait ça, parce qu'il a sauvé des baleines, plus de 6000 baleines, dans le sanctuaire baleinier antarctique, qui est un sanctuaire international, contre un pays qui violait le moratoire sur la chasse commerciale en toute impunité, avec des condamnations internationales. La France a toujours condamné de manière diplomatique la chasse baleinière, mais en fait, le Japon s'en fiche totalement. À partir du moment où il n'y a pas de bateau de la marine sur place pour les empêcher physiquement de chasser, ou au moins des sanctions économiques, c'est autant prêcher dans le désert. Enfin, ça n'a aucun impact. Et donc, je me dis, donc voilà, en plus, je vous épargne les détails du dossier qui est complètement vide, enfin, qui est une farce, mais vraiment. Et ça m'a énormément choquée. Et en fait, ça a eu pour effet aussi de choquer beaucoup de gens qui pouvaient avoir entendu parler de Paul Watson ou de chasse baleinière sans forcément s'impliquer ou s'y intéresser plus que ça. Et là, ils se sont dit, attendez, il y a un gars qui risque de finir ses jours en prison parce qu'il a sauvé des baleines dans un sanctuaire baleinier. Voilà, ça paraît choquant, c'est un électrochoc. Et il y a plein de gens, du coup, qui nous ont contactés suite à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, c'est la meilleure campagne contre la chasse baleinière qu'on ait jamais pu faire. Et pour ça, il faut remercier finalement l'arrogance du Japon. Pour l'anecdote, la décision de la Cour de justice du Groenland était d'extrader Paul. Et c'est une décision politique du ministre de la Justice danois qui a décidé de renverser cette décision d'extradition. Donc c'est pour vous dire à quel point tout ça s'est joué à un niveau purement politique. Et ce que ça nous a permis aussi de réaliser, c'est quand je vois à quel point il était sur la sellette, à quel point on est passé pas loin du pire, avec toute la mobilisation de l'opinion publique, des médias. Il a une certaine notoriété qui a été sa meilleure protection. Et là, on se dit, mais en fait, pour des activistes ou des lanceurs d'alerte qui ne sont pas connus, mais c'est foutu, on n'a aucune chance, absolument aucune chance. Et donc, ça, je pense que c'est important. Et ce qu'il a dit sur la question de la notice rouge d'Interpol, c'est un vrai sujet qu'il faut poser sur la table, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis au Parlement européen, il y a quelques articles dans les médias, mais c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'Interpol rende des comptes. C'est que de plus en plus, cette notice rouge, qui est normalement utilisée pour traquer les criminels de guerre, les grands trafiquants, elle est de plus en plus utilisée pour traquer les opposants politiques, les activistes et les lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, un État, n'importe lequel, peut demander à Interpol de lancer une notice rouge sur quelqu'un, et Interpol ne mène pas d'enquête. Ils disent qu'ils n'ont pas les ressources humaines pour mener l'enquête. Donc voilà. Donc ils foutent en l'air la vie des gens, et c'est tout. Et ils n'ont pas d'autre réponse à donner à ça. Et ça, c'est pas acceptable. Et donc c'est pour ça qu'on a... Alors, parce que Paul avait déjà challengé cette notice rouge il y a des années,
aucune réponse, rien du tout. La médiatisation qui a eu lieu au cours de son incarcération a fait que, étonnamment, maintenant Interpol a répondu, donc ils ont suspendu cette notice. On va savoir dans quelques jours si c'est définitif ou pas. Mais son mandat d'arrêt du Japon, lui, il continue. Et donc tant que Paul n'a pas le statut de réfugié politique en France, pour lequel il a postulé, en fait, il ne peut pas se déplacer de manière sécurisée. Donc voilà. Et puis après, à titre personnel, pour moi, ça a été une expérience initiatique, très clairement. Parce que ça a beaucoup entamé ma confiance. J'ai dû faire pas mal de travail, même pour essayer de trouver du sens à tout ça, pour ne pas paniquer, parce que je savais que le danger était réel. Je ne pouvais concevoir un monde où quelqu'un comme Paul finisse sa vie en prison. Enfin, le signal était tellement alarmant. Et au final, j'ai été très aidée de manière presque mystique en fait dans tout ça, avec un vrai message qui était que tout ça arrivait pour une raison et qu'il fallait avoir confiance et qu'on en ressortirait plus fort. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'écrirai un livre, je pense, sur les détails et sur les coulisses de tout ça. Et très clairement, ça a été une vraie initiation. Et je pense que, étrangement, Paul en avait besoin aussi, à titre personnel, de ce moment-là. Ça n'est pas arrivé pour rien. Ça donne du sens à beaucoup de choses. Et ça a initié et ça a réveillé aussi beaucoup de gens. Donc, tout ça est arrivé pour une raison. Merci. Merci Lavia, merci Paul. On comprend bien dans ces conditions les préoccupations que ça a pu être et la façon dont ça a pu vous toucher. Alors peut-être pour notre auditoire, peut-être des gens connaissent moins bien Sea Shepherd France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions de Sea Shepherd France ? Quels sont les principaux moyens d'action que vous mobilisez ? Parce qu'on parle souvent des baleines, la protection des baleines, mais c'est beaucoup plus large que ça. Alors oui, effectivement. Bon, je vais le faire bref parce que sinon ça va être très long. Mais oui, on parle beaucoup de la protection des baleines parce qu'elles sont, vous l'avez bien vu, elles sont extrêmement charismatiques, au même titre que les dauphins ou les mammifères marins. Mais nous, on a des missions pour l'ensemble de la vie marine. C'est juste qu'on se rend bien compte que un très bon exemple, c'est les dauphins. Les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, par exemple, où on a des milliers de dauphins qui sont capturés par les engins de pêche. La problématique était très peu connue. Et en fait, c'est dû à quoi ? C'est dû à la surconsommation de poissons, à des méthodes de pêche qui ne sont absolument pas sélectives. Et sensibiliser les gens sur le sort des merlus ou des sardines, c'est compliqué. Par contre, je peux vous dire que quand on s'est mis à exposer des cadavres de dauphins qu'on trouvait en mer dans les centres-villes, en disant aux gens que des milliers de dauphins mouraient chaque année sur les côtes françaises à cause du poisson qui est mal pêché, qui se retrouve dans nos assiettes, ça a interpellé les gens. Et ça a été une campagne très intéressante, dans le sens où moi, elle m'a permis de me rendre compte à quel point on est déconnecté de la mer. C'est-à-dire que je me souviens que la première exposition de cadavres de dauphins qu'on ait faite, on l'a faite à La Rochelle, donc ville côtière. Je peux vous assurer que 9 personnes sur 10 ne savaient même pas qu'il y avait des dauphins en France. C'est délirant quand même. Et ils pensaient que c'était un faux dauphin avec du ketchup. On a dû mettre un signe en disant « Ceci est un vrai dauphin mort ». On l'a retrouvé juste au large là-bas. Et là j'ai compris, je me suis dit mais en fait, ok, on a un secteur de la pêche qui a un pouvoir de nuisance, voilà, merci François, extrêmement important, qui se croit tout permis. Et on a une opinion publique qui n'est non seulement pas au courant des captures de dauphins, mais qui sait à peine qu'il y a des dauphins. Donc je peux vous dire que pour les pouvoirs publics, pour les politiques, le choix est vite fait. Ils sont dans leur zone de confort et il n'y a rien qui bouge. Et donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on les a sortis de cette zone de confort. On a mis le sujet des captures de dauphins sur la place publique.
On en a fait un sujet dont l'opinion publique s'est emparée, dont les médias se sont emparés, et c'est ce qui a permis de bouger les lignes. Et donc ça, c'est une campagne de longue haleine. On n'a pas du tout résolu le problème. D'ailleurs, lors de l'émission, pendant l'UNOC, de l'émission de télé qu'il y a eu, le président Macron a dit « On n'a plus de capture de dauphins en France grâce au Pinger ». Bon, j'étais en train de sauter sur place, parce que si seulement c'était vrai, on est tellement loin de ça. Mais par contre, il y a une vraie prise de conscience, le sujet est devenu incontournable, il n'y a plus de déni possible, et ça a été au prix de beaucoup d'efforts. Mais le combat continue, et je ferme la boucle avec le poisson qui est dans nos assiettes. Parce que effectivement, nous on se mobilise et on s'est fait connaître surtout contre la chasse baleinière. Aujourd'hui, on tue encore des baleines au harpon explosif, ce qui semble délirant. Et tant que ça continuera, on continuera à se mobiliser là-dessus. Par contre, ce qui tue le plus de mammifères marins aujourd'hui, baleines comprises, c'est les filets de pêche, c'est les engins de pêche. Clairement. Donc c'est le poisson qui est dans nos assiettes. Voilà. Et donc ça, c'est essentiel de l'avoir à l'esprit. Et ce que nous a permis la campagne pour les dauphins, c'était ça. C'était aussi de faire le lien, de sensibiliser sur la problématique de la surpêche globalement et de ces poissons, ces espèces de poissons qu'on capture et qu'on tue de manière complètement inconsidérée. D'ailleurs, François, tu parlais tout à l'heure d'individus pour les cachalots. Je peux vous assurer que ça marche aussi pour les poissons. Ils ont une personnalité, ils ont une sensibilité différente. Enfin, quand on voit un peu tous la science ne fait que rattraper le bon sens, en fait. Et les études scientifiques qui paraissent sur l'intelligence des poissons et même leur intelligence émotionnelle, ça ouvre des possibles incroyables. Et pourtant, on parle des poissons, des populations de poissons en stock. C'est des stocks qu'on gère. Les quotas, c'est des tonnes. Voilà, ce ne sont pas des individus. Et la sémantique, c'est important. Parce que ça dit quelque chose de notre vision, de notre approche, de notre regard sur ces animaux qui sont des individus et il faut les considérer comme tels. Sinon, on est dans le faux. Et donc ça commence par ça. Mais donc, alors très vite, je balaye les campagnes de Sea Shepherd France. On a aussi une grosse campagne tous les ans contre le braconnage de tortues à Mayotte. Donc c'est environ 1 millier de tortues qui sont tuées à la machette sur les plages de Mayotte. C'est pas du braconnage de subsistance, c'est du trafic à un marché noir de viande de tortue. On a aussi une campagne pour les orques ibériques, donc avec ces orques qui soi-disant attaquent les bateaux. En fait, elles jouent simplement. Et en fait, cette campagne-là, je la trouve extrêmement intéressante parce que cette population, cette sous-population d'orques ibériques, il reste une quarantaine d'individus. Elle est en danger critique d'extinction, notamment à cause de la surpêche du thon rouge, parce qu'ils se sont spécialisés sur le thon rouge et on a tellement surpêché le thon rouge qu'en fait, elles ont énormément de mal à avoir suffisamment de nourriture pour que les petits se maintiennent, etc. Et en fait, on a commencé à parler de ces orques que parce qu'elles ont causé des dommages matériels sur les voiliers. Et il y a eu des représailles. Il commence à y avoir des représailles. Il y a des groupes sur les réseaux avec des marins qui se disent on va s'équiper d'explosifs, de fusils. Moi, si les orques elles viennent à mon bateau, je protège ma famille. Et parce qu'il y a eu aussi des légendes qui ont circulé comme quoi elles étaient là pour se venger. Et donc, le premier objectif de cette campagne, il est déjà d'avoir une présence dissuasive sur la zone. Donc, de savoir que si Shepherd patrouille, déjà, ça se sait. Et c'est dissuasif. L'autre objectif, il est aussi d'accompagner les navigateurs. Et alors, les navigateurs, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en mode moi, je leur envoie des explosifs à la gueule, je m'en fous. Et puis, il y en a qu'on a rencontrés qui étaient dans le port de Barbate. Je peux vous dire que dans le port de Barbate, ils viennent tous nous voir. Dire alors, les orques sont où? Et en fait, quand ils sont du coup au port de Barbate pendant quelques jours pour réparer leur bateau, il y en a aussi, et heureusement, et c'est rassurant, qui nous disent bah ouais, mais on est chez elles, en fait. Et ils ont une approche respectueuse et ils acceptent la chose et voilà, ils ne sont pas dans une logique de revanche. Mais les médias jouent un rôle qui est catastrophique puisque c'est très vendeur et c'est très sensationnaliste. Quand on entend au JT de 20h un gang d'orques qui a encore attaqué un voilier, voilà, ils nous font un remake des Dents de la Mer parce que c'est très vendeur. Et donc nous, on interpelle aussi les médias sur leur responsabilité par rapport à ça. Voilà. Et puis l'autre objectif à moyen et à long terme, c'est de faire un recensement de la population d'orques et d'œuvrer pour faire sortir cette population de la liste rouge, mettre en place ce qu'il faut pour qu'elle se restaure. Voilà. Et donc je trouve que c'est une campagne particulièrement intéressante parce que même philosophiquement parlant,
ça nous interroge aussi sur notre place, la place qu'on a sur cette planète, l'habitat qu'on partage, parce qu'on est tellement invasif et on estime que finalement l'océan, c'est aussi et d'abord chez nous. Et en fait, non. Et c'est ça qui est intéressant avec les grands prédateurs, les grands animaux comme ça, c'est qu'ils nous confrontent à ça, ils nous confrontent à certaines limites. Ils nous obligent à l'humilité. Et il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. C'est en étant humble face aux sauvages, au monde sauvage. Il n'y a que ça qui peut nous sauver même. J'aime beaucoup une citation de Romain Gary qui disait dans un monde où il n'y a de la place que pour l'homme, il n'y a plus de place même pour l'homme. Et les orques, c'est ce qu'elles viennent nous rappeler. Et donc j'aime beaucoup cette campagne aussi pour ça. Bon, et puis après, on a d'autres campagnes sur les éoliennes en mer dans les AMP. On a pas mal de projets aussi juridiques. En Polynésie française sur la question des collisions. On prépare une campagne en Grèce contre le braconnage et puis en Guyane française pour la fin d'année. Et voilà. Et juste pour emballer un petit peu tout ça, Sea Shepherd France, à l'origine, a été créé surtout pour financer les campagnes internationales de Sea Shepherd Global et puis sensibiliser le public français aux enjeux liés à la protection de l'océan. Et aujourd'hui, c'est devenu en quelque sorte le navire amiral du mouvement, parce qu'on est les seuls avec Sea Shepherd Brésil à être restés loyaux envers cet ADN d'origine de cette ONG qui a créé Paul Watson. Et bien avant la scission, on était de toute façon devenu l'antenne la plus dynamique du mouvement. À ma grande surprise, parce que quand j'ai cofondé l'antenne française, je me disais, bon, ça va rester embryonnaire, parce qu'en France, on est quand même très timide sur l'activisme écologique. C'est plutôt une ONG à la base un peu anglo-saxonne. Et donc je me suis dit, on va faire flipper tout le monde, on va se faire laminer dans les médias. Et en fait, pas du tout. Je l'ai compris assez vite, parce que dès 2008, je me souviens que Paul faisait un tour d'Europe. Et moi, j'étais encore étudiante. J'étais étudiante en master à la fac à Pierre et Marie Curie. Et j'avais obtenu un amphi pour lui. Et je voulais un petit amphi parce que, bon... Et en fait, on m'avait trouvé qu'un amphi de 300 places, il n'y avait rien d'autre. Et j'étais un peu embêtée parce que je me disais, bon, on va être 50 là-dedans et ça va être un peu ridicule. Mais bon, on n'a pas le choix. Et en fait, l'amphi était plein à craquer, avec des gens assis dans les escaliers. Et Paul a une standing ovation de 2 minutes. Et il a eu le meilleur accueil qu'il ait eu dans toute sa tournée européenne. Et là, je me suis dit, bon, il y a un terrain fertile en France pour ce genre d'activisme-là. Et je trouve que par rapport à la question de l'océan en particulier, c'est d'autant plus important parce qu'on est la 2e surface maritime mondiale, 11 millions de kilomètres carrés. Et j'aimerais qu'on démente Éric Tabarly, qui avait raison malheureusement, mais qu'on en fasse justement une ancienne vérité quand il disait « Pour les Français, l'océan, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. » Reconnectons-nous à l'océan et nous avons cette responsabilité particulière. Nous devrions être une locomotive, nous devrions faire de la protection de l'océan une grande cause nationale, nous devrions être un exemple et on est loin de l'être. Et voilà, le potentiel est énorme et donc j'en suis honorée du coup d'y participer avec cet outil qui est Sea Shepherd France. Oui, non. Je regarde François parce que c'est vachement important ce que vous dites, Lamia, évidemment. Et je regarde François parce qu'il ne faut pas hésiter à interagir si tu veux rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Je ne veux pas te forcer la main non plus, mais est-ce que tu veux bien? Oui. Bravo, bravo, bravo. Et je rajouterai le merlu et la singularité des merlus, et je rajouterai les 250 000 espèces qu'on a décrites, mais dont on ne tient pas compte, les milliers qu'on ne connaît pas. Celles-ci, il faut leur donner droit d'existence. Nous essayons avec l'association Longitude 181 et Wild Legal de porter le droit de l'océan et le droit d'existence des créatures marines pour que nous soyons forcés de leur prêter attention, pour que nous soyons forcés d'ajuster nos égards envers elles. Parce qu'aujourd'hui, comme elles n'existent pas, elles ne sont pas nommées, elles n'existent pas, eh bien, on ne peut pas ajuster notre place, on ne peut pas en tenir compte. Sur aucun bureau de ministre, il y aura l'étoile de mer, l'holoturée, et tout comme ça. Donc, forcer à écrire dans notre droit leur droit d'existence,
nous imposent de tenir compte de leur présence, personnalité juridique. Enfin, c'est le petit bouquin Justice pour étoiles de mer, parce que la mer, c'est... J'aime les cachalots et les baleines, mais comme tu le disais, c'est comme vous le disiez, c'est l'ensemble des vivants, des communautés vivantes. Alors maintenant, le public a une question pour Paul directement que nous avons relevée. Paul, vous avez passé votre vie à défendre le vivant. Y a-t-il un moment où vous avez senti ce que veut dire le foisonnement ? On a titré ici biodiversité, le foisonnement du vivant, précisément parce que notre propos est de dire comment on y va, comment on protège, pourquoi, vers quoi on va. Donc est-ce que vous avez senti à un moment plus particulièrement cette notion de foisonnement ? Well, many years ago, we set down what we call the 3 laws of ecology. Il y a de nombreuses années, on a écrit ce qu'on appelait les 3 lois de l'écologie. The first is the law of diversity, that the strength of an ecosystem is dependent upon diversity. La première loi, c'est la diversité et le fait que ces organismes vivants dépendent de cette diversité. And the second is the law of interdependence, that all species within an ecosystem are interdependent with each other. Et la deuxième loi, c'est la loi d'interdépendance. Toutes ces espèces sont interdépendantes les unes avec les autres. And the third is the law of finite resources, a limit to growth, a limit to carrying capacity. Et la deuxième loi, c'est la croissance limitée, la capacité limitée. And when one species steals the carrying capacity of the other species, that causes diminishment in diversity and interdependence. Et quand on limite la capacité d'une espèce, ça limite ses interdépendances et les capacités des autres espèces. And that diminishment leads to ecological collapse. Et cela amène à l'effondrement écologique. So very early in life, I came to the realization that we have to live in harmony with all other species. Et donc très tôt dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on vive en harmonie avec les autres espèces. And putting together a children's book to actually explain this. Et j'ai écrit un livre pour enfants qui explique tout cela. And that is to look at the planet as a spaceship. Et c'est en fait l'idée de reconsidérer la planète comme un vaisseau spatial. Because this planet is a spaceship on this incredible voyage around the Milky Way galaxy. Parce que la planète, c'est un vaisseau spatial qui se déplace dans cette incroyable Voie lactée. And every spaceship has a life support system that provides us with the food we eat, the air we breathe, and regulates climate and temperature. Et ce vaisseau spatial a toujours un système de vie qui régule, qui prend soin de la nourriture dont on a besoin, l'air dont on respire, l'eau, etc. And that life support system requires a crew of engineers to keep it running. Et ce système de soutien de la vie a besoin d'une équipe d'ingénieurs pour que ça fonctionne. And we humans, we're not engineers. Et nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des ingénieurs. We're passengers on Spaceship Earth, having a wonderful time entertaining ourselves. Nous sommes des passagers dans ce vaisseau spatial qui voyage et on s'amuse bien à bord de ce vaisseau spatial. But what we are doing is we're killing the engineers, we're murdering the engineers. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on tue, on assassine les ingénieurs. And there's only so many engineers you can kill before the machinery begins to fall apart. Et on peut tuer seulement un certain nombre d'ingénieurs. Il arrive un moment où la machine tombe en panne. We don't live in a world without bees and trees and worms and fish and whales. On ne vit pas dans un monde où il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vers, etc. And a couple of years ago, I received a call from a reporter for the Fox network in the U.S. Il y a quelques années, j'ai reçu un appel téléphonique d'un journaliste du réseau Fox, réseau d'information et télévision américain. And he was very angry. He said, "Did you say that bees, trees, worms, and whales are more important than people?" Et il était très énervé. Il m'a dit, est-ce que vous avez vraiment dit que les abeilles, les arbres, les vers et les baleines sont plus importants que les hommes? I said, "Yeah." I said, "The bees, trees, worms, and whales are more important than people." Et je lui dis, oui, les abeilles, les arbres, les vers, les baleines sont plus importants que les hommes. And he said, "How could you say something so outrageous, so un-Christian? How could you say that?" Et il m'a dit, mais comment vous pouvez dire une chose pareille, quelque chose qui est si peu chrétien?
And the answer is very simple. Et la réponse est très simple. All those species can live here without us, Toutes ces espèces peuvent vivre sans nous, but we can't live here without them. mais nous, on ne peut pas vivre sans elles. Ecologically, they're far more important than we are. Et du point de vue écologique, elles sont beaucoup plus importantes que nous. We can't live without bees and worms for the soil. We can't live without whales to help keep the phytoplankton healthy. Et on ne peut pas vivre sans les abeilles, sans les vers, on ne peut pas vivre sans le plancton qui va nourrir les poissons et les baleines. The main problem on our planet today is human anthropocentrism. Le principal problème aujourd'hui, c'est l'anthropocentrisme de l'homme. This idea that we're better than everything, we're dominant over everything, we're the most important species on the planet. L'idée qu'on est mieux que tout le monde, qu'on est plus dominant et qu'on vaut mieux que tout le reste. And we need to adapt a biocentric point of view, Il faut qu'on adapte notre point de vue biocentrique that we share this planet with all those other species. We have to live in harmony with them. et qu'on partage cette planète avec toutes les autres espèces et qu'on doit vivre en harmonie avec elles. And if we don't understand that, then we will not survive. Et que si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas survivre. So I say all the time, if the ocean dies, we die. Et je dis toujours, si l'océan meurt, nous mourrons aussi. And one of the biggest threats to survival of life in the ocean is one most people don't think about. Et la plus grande menace de la survie des océans, c'est une chose à laquelle les gens ne pensent pas. And since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the sea. Et depuis les années 50, on a une réduction du phytoplancton de 40% dans les mers et les océans. And phytoplankton provides 70% of the oxygen in the air we breathe. Et le phytoplancton produit 70% de l'oxygène que l'on respire. And why is phytoplankton being diminished? Et pourquoi est-ce que le phytoplancton diminue? Because we're killed off the whales and the seabirds and the fishes. Parce qu'on tue les baleines, les oiseaux marins et les poissons. And these species are like the farmers in the sea. They fertilize the phytoplankton. Et ces animaux sont un petit peu comme les agriculteurs de la mer, ils fertilisent la mer. Every day, one blue whale dumps 3 tons of whale poop into the ocean. Chaque jour, une baleine rejette 3 tonnes de déjection dans la mer et l'océan. And that contains the nutrients required by phytoplankton, magnesium, nitrogen, and iron. Et ce sont ça représente beaucoup de nutriments, du magnésium, de l'azote, du fer. Every living thing on this planet is dependent upon those aquatic plants in the ocean. Et tous les organismes vivants dépendent de cette vie aquatique dans les océans. Est-ce que je peux juste rebondir sur le foisonnement? Le foisonnement de l'océan. En fait, je pense que notre problème collectif, c'est qu'on n'a pas du tout de mémoire sur ce qu'est le foisonnement et ce qu'a pu être l'océan. Et c'est intéressant de se pencher sur les récits historiques quand on voit qu'en fait, sur la façade atlantique française, par exemple, il fallait parfois que les bateaux s'arrêtent pendant des jours pour laisser passer les baleines, que des gens qui vivaient près de la mer avaient du mal à dormir tellement le souffle des baleines faisait du bruit. Ces récits où on explique qu'il était possible de traverser l'Atlantique à dos de morue, tellement il y en avait. Et aujourd'hui, quand il y a une baleine qui s'approche de la côte, on a un article dans la presse locale, fait insolite. Et c'est dramatique parce qu'on ne le sait pas. Et on parle en histoire, on dit il faut avoir la mémoire de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs. Mais en écologie et sur la destruction du vivant, c'est fondamental qu'on ait cette mémoire. C'est notre responsabilité. Parce que ça nous permet de voir qu'aujourd'hui, l'océan n'est que l'ombre de lui-même, l'ombre de ce qu'il était. Et ça donne la notion de l'ampleur du carnage. Et ça nous fait réaliser aussi la vérité crue à laquelle il faut qu'on soit lucide par rapport à ça. C'est que ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'espèce, on fait des trucs magnifiques. On fait de la musique, on est des grands architectes, on a une littérature incroyable, on fait des choses très belles. Mais tout ça, c'est tellement éphémère quand on y pense. Et la trace qu'on va laisser à l'échelle de millions d'années, c'est qu'on aura été la plus grande force de destruction du vivant que cette planète ait jamais connue.
la plus grande, la pire. Pire que l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures. La 6e crise d'extinction massive est la plus rapide de l'histoire de la planète. C'est la seule qui soit due à une seule espèce, et c'est nous. Et aujourd'hui, notre héritage éternel, c'est celui-là. C'est dramatique quand on se confronte à ça, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que nous sommes responsables, le problème c'est nous, la solution c'est nous aussi. Voilà. Mais si on ne regarde pas ça en face, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que en détruisant le vivant, dont nous faisons partie, c'est évidemment nous que nous détruisons. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera dans cette spirale suicidaire. Mais avant de nous exterminer nous-mêmes, on aura exterminé tellement d'autres espèces. Donc, ce n'est pas une fatalité. Le pouvoir, il est entre nos mains. Et il passe aussi par une reconnexion et par une humilité. Énorme humilité. Comme tu disais, François, tout à l'heure, laissons faire. Qui sommes-nous pour enseigner à la nature, pour essayer de dominer la nature? Elle ne nous a pas attendus. Laissons-la faire. Reprenons notre juste place. Il n'y a que ça à faire. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est de reprendre notre juste place et de laisser faire ce qui est plus grand que nous. Accepter qu'il y a plus grand que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Et c'est comme ça qu'on sera moins perdu. Parce qu'aujourd'hui, on est complètement perdu. On est une espèce complètement désaxée. Complètement. On a complètement perdu la boule. Et c'est intéressant de voir que ce sont les pays les plus riches qui sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et qui ont les plus hauts taux de suicide. Ça nous dit quelque chose quand même. Où est-ce qu'on s'est perdu? Et le monde sauvage, ce qu'on appelle l'écologie, c'est le meilleur moyen de nous retrouver. C'est une incroyable boussole. Encore faut-il qu'on accepte de la suivre. Une interaction là-dessus. Est-ce que vous ne voulez pas applaudir parce que ça fait un moment que... I was going to add, a few years ago, I had a debate in the media with a Norwegian whaler. Il y a quelques années, j'ai eu un débat avec un baleinier norvégien. And he said, Watson, you say whales are more intelligent than people. How can you be so stupid? Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous dites que les baleines sont plus intelligentes que les gens? Vous êtes vraiment idiots. And I said, well, I measure intelligence by the ability to live in harmony with the natural world. Et moi, je lui ai dit, je mesure l'intelligence par la capacité à vivre en harmonie avec le monde. And by that criteria, whales are more intelligent than we are. Et donc, d'après ce critère, les baleines sont plus intelligentes que nous. And he said, well, by that criteria, cockroaches are more intelligent than we are. Et il m'a dit, donc, en considérant ce critère, les cafards sont plus intelligents que nous. I said, George, you're beginning to understand what I'm trying to tell you. Et je lui ai dit, vous commencez à comprendre ce que je veux vous dire. Lamia, le réensauvagement des espaces, je veux juste attirer l'attention des gens qui nous écoutent ici, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises, dans des collectivités et qui cherchent des clés. Par quoi je commence? Et je crois que par rapport à ce que vient de nous dire Lamia, j'avais en tête quelques bouquins dont certains auteurs sont ici. Le réensauvagement de France, le réensauvagement de l'Europe, le fait de travailler sur la destruction des barrages aux endroits où ils n'ont pas d'utilité, et la plupart des barrages n'ont plus d'utilité. Le bouquin de Stéphane Durand, toujours dans la collection Monde sauvage chez Actes Sud, 20 000 ans, où précisément on voit, alors pas avec le même exemple que vous tout à l'heure, mais toutes les espèces vivantes, le fait qu'on pouvait traverser l'Atlantique à dos de morue, et qu'en effet c'était généralisé de manière absolue et partout. Et tout le travail qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est aussi de remettre des exemples de comment on peut contribuer à notre échelle à changer ces choses-là. Et je voudrais rapidement prendre un exemple.
Et après l'incendie de Pocheco en 2011, je ne sais plus, j'arrive plus à me souvenir de la date de l'incendie de Pocheco qui a réduit 40% de la surface du site, mais je crois que ça s'explique psychiquement par le traumatisme. Ce dont je me souviens en revanche, c'est qu'après que 40% du site de cette activité a été réduit en cendres et qu'on a décidé tous de se relever avec mes collègues, il y a eu une question qui s'est posée sur un petit espace de un peu moins de 1000 mètres carrés dans le jardin. Au moment où vous reconstruisez, vous ne pouvez pas reconstruire aux normes de 1970 ou aux normes précédentes parce que les normes ont évolué, notamment les normes de sécurité. Donc il fallait revoir la manière de réinvestir l'espace. Or, il ne vous aura pas échappé que Pocheco est dans un village qui est au bord d'une toute petite zone naturelle, ou qui a été en tout cas protégée, et que donc, quand l'ensemble des déchets ont été ramassés, il est resté une dalle de béton armé de 40 cm, et on a même découvert qu'en fait, d'épaisseur, on a découvert qu'il y avait en fait 2 dalles l'une par-dessus l'autre, chacune de 40 cm d'épaisseur, pour porter un petit bâtiment industriel. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on reconstruit sur cette dalle ou est-ce qu'on fait autrement? Alors la question ne se posait que dans ma tête, mais dans ma tête, la question se posait. La décision que j'ai prise a été de prendre cette dalle et de la broyer en dégageant les morceaux de métal pour pouvoir ensuite utiliser sur place les matériaux du broyat de façon à reconstruire un bâtiment plus petit, mais qui, grâce aux techniques modernes de logistique, permettrait de tenir autant de palettes qu'auparavant, mais sur moins d'espace. Et donc, on a décidé de désartificialiser à peu près ce qui représentait, je ne sais pas en pourcentage, mais de l'ordre de 10% de la surface du site, et de le rendre au vivant. Et après avoir fait cette opération, on a reçu la visite d'un biologiste, Emmanuel Bourguignon, qui est le fils de Lydia et Claude Bourguignon, qui travaille donc sur l'analyse des sols, et qui a fait une carotte dans le sol de ce terrain qu'on venait de libérer. Et il a analysé ce sol et il m'a dit, le sol est mort. D'ailleurs, il sent la merde. Et je lui dis, ah bon, mais c'est fatal, et il n'avait pas l'air d'être très optimiste. Et puis, l'automne est arrivé, et pour tout dire, nuitamment, avec des caisses de graines cocopelli, j'ai été un peu excessif sur les quantités, j'ai été jeter des graines à cet endroit dont on me disait qu'il était mort. Le printemps suivant, il y avait des fleurs absolument de toutes les couleurs, de 2,50 m de haut, j'exagère jamais dans mes chiffres, foisonnement incroyable, il y en avait partout, sur 1000 m², on ne pouvait plus passer. Et à la fin de l'été, au lieu de faucher, en fait, on a juste rabattu, et puis on a laissé passer l'hiver, et on a remis des boîtes, alors que déjà ça reprenait. Et puis l'année d'après, on a recommencé, et l'année suivante, on s'est risqué à planter des arbres, et c'est à cet endroit-là tout à l'heure que vous déjeunerez. En moins de 3 ans, cette terre qui m'avait été dite comme morte, parce que écrasée pendant des décennies par 2 dalles de béton armées, le vivant est revenu. On compte plus de 250 kilos de vers de terre par mètre cube de terre dans cette zone. Et tout l'ensemble du site a bénéficié du retour du vivant. Donc le foisonnement du vivant est une réalité. À l'échelle immense, je ne sais pas comment refaire un passage à dos de morue aujourd'hui dans l'Atlantique, mais à l'échelle de chacun de vos sites industriels et des 237 000 sites industriels du territoire national en France, je vous garantis que nous pouvons avoir des résultats dans un délai court pour rétablir le vivant et son foisonnement. Pardon, mais en mer, on sait aussi où on va. C'est-à-dire qu'on a des endroits, les réserves marines, qui sont nos guides, qui nous montrent ce vers quoi on devrait tendre. On devrait tendre vers des murs de mérou, derrière lesquels il y a les dentis qui chassent, etc.
Et encore une fois, libre évolution, quelques années, il faut attendre quand même pour que ça se développe, mais il faut se rendre compte que les réserves marines, ce n'est pas les conservatoires du passé, c'est l'écosystème qui est dans sa dynamique et qui nous montre ce que pourrait être le futur si on laissait à la vie suffisamment de place en libre évolution. Et je dis ça parce que, ayant eu la chance, quand j'étais sur la Calypso dans les années 80, de plonger sur des sites du côté des îles Andaman où il n'y avait pas de pêche industrielle, où il y avait des pirogues, c'était de vraiment voir le foisonnement. Et quand je dis le foisonnement, je n'ai pas vu les bancs de morue sur lesquels on passait pour traverser l'Atlantique, mais les bancs de Terre-Neuve viennent de là. Mais j'ai vu des bancs qui n'avaient ni commencement ni fin. Et à travers lesquels, quand on était de part et d'autre, on ne se voyait plus. C'était colossal. Avec ce qui était le plus frappant, des requins de Weller, des requins à marge blanche, dont les tailles étaient supérieures à la taille qu'on donne dans les livres aujourd'hui comme taille maximum. Ce qui veut dire que ces lieux-là étaient riches d'individus très, 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 très âgés qui étaient énormes. Et donc, ces endroits-là, on peut les retrouver, encore une fois, si on arrête de prélever. La première source de prélèvement, je sais bien qu'il y a la pollution, mais c'est les prélèvements, tout ce qui est mécanique. Et il y a des endroits où c'est, et donc on sait exactement ce qu'on peut offrir à nos enfants et ce dont on peut rêver. François Sarano, allez-y. Hein. Voilà, si vous êtes d'accord, on peut peut-être passer à des questions du public éventuellement. Ou vous voulez ajouter quelque chose? Je peux juste compléter, mais rapidement, par rapport à la nécessité de protection, et notamment des AMP, parce qu'on parle beaucoup des aires marines protégées. Effectivement, il faut des zones dans lesquelles, ce qu'on appelle les zones de protection fortes, dans lesquelles il n'y aura aucune pêche, mais de facto, ça sera forcément très limité. À mon sens, la question, elle se pose surtout de qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur de ces zones-là, qui va être la majorité, en fait. Comment est-ce qu'on préserve l'intégrité de l'écosystème marin? Et on a vu les images tout à l'heure du chalutage de fond. On voit les dégâts que ça peut occasionner, le carnage que c'est. Moi, j'alerte juste sur le fait que, évidemment, sur des fonds comme on a vu là, c'est une aberration d'autoriser ce genre de méthode de pêche et que ça doit absolument être interdit. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ce qui est en train d'être poussé, c'est-à-dire une interdiction pure et simple du chalutage de fond partout, dans le sens où, en fait, alors, je tue tous les micros, c'est bon. Dans le sens où, en fait, vous l'avez vu, vous l'avez compris, l'océan est un milieu varié, avec des habitats différents, des biotopes différents, des espèces différentes. Et dans certaines zones, notamment certaines zones qui sont en AMP, on a des fonds sableux sur lesquels le chalutage de fond, oui, va avoir un impact, mais un impact limité par rapport, par exemple, ce qu'on appelle poétiquement les arts dormants. Les arts dormants, c'est les filets calés, les lignes de pêche. C'est la première cause de capture des espèces protégées, et notamment des mammifères marins et des oiseaux marins. Et aujourd'hui, on considère, d'après certaines études, que les arts dormants ont un indice écologique favorable, alors même qu'ils sont responsables de la mortalité des captures de 70% des espèces protégées. Et donc quand vous êtes dans un environnement où c'est du fond sableux et où finalement l'essentiel de la vie va se concentrer sur la colonne d'eau et en surface, avec présence de mammifères marins et d'oiseaux marins, vous allez interdire le chalutage de fond. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que systématiquement, il y a un report de l'effort de pêche sur les filets calés. Et donc, on va interdire le chalutage de fond à cet endroit et on va mettre plus de filets, plus de lignes de pêche. Et ça, c'est problématique et c'est dangereux et c'est contre-productif. Et il y a par exemple la Suède qui a annoncé en grande pompe qu'ils interdisaient le chalutage de fond dans les AMP, etc., en mer Baltique. OK. Sauf que, en fait, ça représentait très peu, en réalité, de la pêche. Et en mer Baltique, un des principaux problèmes, c'est les captures de marsouins, qui sont en train de chuter à cause des filets calés. Et donc, c'est facile de dire on a interdit le chalutage de fond, c'est génial, on va tout sauver. Mais il faut avoir la vision globale des choses. Et donc, à mon sens, il y a un travail et un effort fondamental
dont on ne peut pas faire l'économie, c'est d'adapter des mesures de protection aux écosystèmes et aux biotopes concernés. Et pas simplement se dire, on va interdire telle méthode partout, et ça va être génial. Non. Ça, c'est de la paresse intellectuelle, c'est du marketing. Ou de la méconnaissance. Mais voilà, l'océan est un milieu vivant, varié. C'est comme si, en tant qu'organisme de santé, je vous disais, en fait, on va tous vous donner un traitement contre le diabète. Voilà. Bah, il y en a pour qui ça sera intéressant, puis il y en a pour qui, pas du tout, en fait. Donc, voilà, ça, c'est hyper important. Et ça vient nourrir une tendance qui, à mon sens, peut être dangereuse aussi, dans laquelle on est, qui est d'opposer la lutte contre le changement climatique à la préservation du vivant. Et on le voit sur la question des éoliennes offshore, par exemple. Donc on nous dit, il faut lutter contre le changement climatique, on va mettre des éoliennes offshore, et puis on va les mettre au cœur des AMP, et puis on va donner aux promoteurs des dérogations de destruction d'espèces protégées, à tire-larigot. On va faire sauter tous les verrous écologiques, parce qu'il faut lutter contre le changement climatique. Et le chalutage de fond utilise plus de carburant, donc plus de dioxyde de carbone, et puis apparemment ça crée moins d'emplois. Là où les arts dormants, c'est des filets calés, donc il y a moins de carburant. Donc on donne un indice écologique favorable à des méthodes de pêche qui sont hyper destructrices pour le vivant, et un indice écologique défavorable. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que oui, il faut préserver l'habitat marin, évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on préserve l'habitat marin ? Parce qu'on veut préserver la vie. Il faut préserver le vivant. Et donc voilà, il faut juste... évidemment que le chalutage de fond doit être absolument interdit dans les zones où on a des fonds fragiles, mais il faut faire attention aux effets contre-productifs que ça peut avoir avec les reports d'efforts de pêche qui sont vendus avec. Hein. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est vendu avec. Voilà, donc c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. Exactement. Oui, le meilleur service... Non, ça va, il survit encore. Le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le poisson qui est dans votre assiette. Et pas que, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais 40% de ce qui est pêché dans l'océan sert à nourrir les animaux d'élevage. Voilà. Et je pense que ne serait-ce que si on interdisait la pêche pour toute consommation qui n'est pas directement humaine, on diminue de 40% déjà, rien que ça. Donc voilà, ça passe beaucoup par l'assiette. Merci Lamia pour votre témoignage, pour vos actions aussi, votre engagement depuis des années. Comme il nous reste peu de temps, vous aurez, en fait, Lamia, Essem Lali, capitaine Paul Watson nous ont fait l'amitié de rester toute la journée avec nous. Donc vous aurez l'occasion de discuter peut-être pendant l'heure du déjeuner ou au moment des pauses, si vous avez des questions à leur poser. Et peut-être pour la minute ou deux qui nous reste, si vous vouliez bien faire un mot de conclusion, Monsieur Paul Watson. Hugo. Il n'a pas parlé, donc... Right off the coast of France, Britain, and Ireland, there are these giant Dutch super trawlers. Juste après les chalutiers, donc sur la côte Irlande et allemande, taking millions and millions of fish every year, qui pêchent des millions et des millions de poissons tous les ans, to be turned into fish meal for factory farms. Pour les transformer en des plats, en fait, des farines de poisson. So strangely enough today, the biggest consumers of fish in the ocean Donc étonnamment aujourd'hui, les plus grands consommateurs de poissons dans l'océan are chickens and pigs. sont les poulets et les cochons. What kind of world is that? On vit dans quel type de monde ? 2 million tons of fish is caught to feed to cats. 2 millions de tonnes de poissons pour nourrir des chats. And I can tell you, if a cat ever met the tuna would eat the cat, so it's not a natural Si le prey. chat rencontrait un thon, le thon mangerait le chat. And all Ça, of je peux vous le these dire. and all of these large factory vessels operate for one reason. They don't make any money Et tout ça, ça arrive pour une seule raison, c'est pas pour faire de l'argent. because they wouldn't exist without massive governmental subsidies. Parce que ça ne fonctionnerait pas sans des subventions massives.
subventions gouvernementales massives. 90 billion euros a year to support industrialized fishing. 90 milliards d'euros par an pour supporter l'industrialisation des poissons. Because as, oh, I'm sorry. Des navires de pêche, pardon. Because as fish populations are diminished, Sorry. as fish populations are diminished, Parce que la population des poissons, si la population des poissons diminue, you need more and more sophisticated equipment to catch them. vous avez besoin de plus en plus d'équipements sophistiqués pour les attraper. 100 million euro super trawlers, 100 millions d'euros, 100 kilometer long lines and gill nets, 100. Des filets qui peuvent faire jusqu'à 100 km. We took one net out of the water in the southern. Nous avons récupéré un filet dans l'océan Dans l'océan austral. austral, Yeah, one net from one ship. un filet pour un bateau. It took us 200 hours to pull that net up. Et ça nous a pris 200 heures pour le retirer. It was 72 kilometers long. Ça faisait 70 mètres de long. 72 km. Kilomètres, pardon. And weighed 70 tons. Et ça pesait 70 tonnes. One net from one ship. Un seul filet pour un seul bateau. Every day, 60,000 kilometers of nets and lines are set in the ocean. Tous les jours, 70 kilomètres, 60 000 km. 60 000 kilomètres, pardon. Des filets sont posés tous les jours dans l'océan. That is how we are destroying our ocean. Et c'est comme ça qu'on détruit notre océan. And at the end of this year, I want to go after the krill fishing vessels. À la fin de l'année, je veux aller confronter les pêcheurs de krill. Giant ships that are right now in the Southern Ocean, Des bateaux géants qui sont à l'heure actuelle dans l'océan Antarctique, catching the small little krill. qui capturent les petits krills. Je prends le relais, c'est pas grave. Si tu veux. Millions of tons of them. Voilà, des millions de tonnes de krill. And that krill is to be turned into a protein paste Et ce krill, il est transformé en pâte protéinée to feed to chickens, pigs, and domestic pour salmon. nourrir les poulets et les saumons d'élevage. This is the food of the penguins and the whales. C'est la nourriture des manchots et des baleines. And these huge Norwegian and Japanese companies are just pulling it out without any concern for Et the ces future. multinationales, principalement norvégiennes et japonaises, les retirent de l'océan sans aucune considération. So we need to go down there and cut their bloody nets. Donc il faut qu'on aille là-bas et qu'on coupe leurs filets. We need to create an international incident. Il faut qu'on crée un incident international. And we need to expose to the world that our oceans are being destroyed through the subsidized, mechanized, industrial fishing crime. Et il faut qu'on expose à la face du monde que notre océan est en train d'être détruit par une industrie industrielle qui est très lourdement subventionnée par l'argent public. And I'm sure we'll get in trouble, but somebody's got to do it. Et je suis sûre qu'on va avoir des problèmes, mais il faut bien que quelqu'un le fasse.